va parler d'abord de Camille Combal sur qui veut gagner des millions. Ça y est, c'est officiel. Bonne ou mauvaise idée? On aura Nicolas Pernicov et Kevin Vatan qui vont venir nous rejoindre également. Ça a été annoncé par Le Parisien hier après-midi. Grosse info. Donc, il va remplacer Jean-Pierre Foucault. Vous le savez, mon ami Jean-Pierre. On vous a fait un petit magnéto récap. Regarde. C'est une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas, Camille Combal va prendre la tête du jeu mythique Qui veut gagner des millions. Après avoir interrompu l'émission en 2016, TF1 a décidé de relancer le jeu qui avait fait les belles heures de la chaîne durant 16 ans, et c'est Jean-Pierre Foucault lui-même qui a soufflé le nom de celui qu'il voyait comme son successeur. J'ai proposé Camille Combal à TF1 car je me reconnais un peu en lui. La chaîne y pensait aussi, c'est sans nostalgie et avec une certaine tendresse. On m'a passé plusieurs fois le relais au cours de ma carrière, comme Guy Lux avec Interville, c'est mon âme qui a parlé. Camille, de son côté, n'aura pas beaucoup d'efforts à faire pour se mettre dans les souliers de Jean-Pierre. Ça fait déjà de nombreuses années qu'il s'entraîne dans l'ombre. Il fait bien Jean-Pierre Foucault. Hein Oui. Je le fais, quoi. Faites-lui. Bonsoir. Alors les Français vous regardent, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais gagner des millions, je ne cache pas. Et c'est lors d'une émission spéciale que Jean-Pierre Foucault passera officiellement le relais à Camille, qui s'est lui aussi exprimé sur ce transfert. Les gens ont envie de retrouver ce jeu car c'est une référence à la télévision. C'est impossible de refuser un cadeau pareil. Je l'animerai à ma façon, naturellement. Alors Camille? C'est votre dernier mot. Camille Combal, notre ami Camille, qui remplace Jean-Pierre Foucault. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Kevin Vatan, de Morandini.com, voilà, du blog de Jean-Marc, voilà, qu'on embrasse, qui est avec nous. Et Nicolas Pernicov, ancien patron de divertissement de France Télévisions, qui nous rejoint. Merci d'être là. Vous allez donner votre avis. Alors, déjà, on va écouter un petit peu. Vous, bonne idée. Jean-Michel Maire, bonne idée. Oui, moi je trouve que c'est une bonne idée parce que dans ce jeu-là, il y a beaucoup de temps d'attente où les candidats sont en train de réfléchir à la bonne réponse. Oui. Et du coup, il y a des espaces où on peut parler, on peut dire des choses, on peut un peu déconner. Et je trouve que j'adorais Jean-Pierre, mais si quelqu'un doit le remplacer, je trouve que Camille Combal, il a ce naturel, cette répartie pour faire un peu de folie dans cette émission. Alors, Daniel, vous trouvez que c'est une mauvaise idée, vous? Oui, pas par rapport à Camille Combal, mais moi je pense vraiment que ce jeu est incarné par Jean-Pierre Foucault complètement. Alors, on disait la même chose. C'est une mauvaise idée de toute façon de faire cette émission sans Jean-Pierre Foucault. Alors je veux dire que c'est la classe incarnée Jean-Pierre Foucault. Ah ouais. Il s'en va tranquillement, il a sa vie ailleurs aussi, il laisse sa place à un jeune, enfin il est parfait de bout en bout, mais je trouve dommage et c'est un cadeau empoisonné, moi je pense, pour Camille Combal. On le lâche un petit peu trop jeune, il y avait des silences, mais justement il y avait une complicité, on a une complicité avec Jean-Pierre Foucault qu'on n'a pas encore pour l'instant, en tout cas que le grand public n'a pas encore avec Camille Combal. Christine. On avait dit par exemple que Julien Lepers c'est ça. parti, voilà, que ça aurait fait chuter l'audience. Pas du tout. J'adore Julien Lepers, mais le concept est tellement fort qu'avec Samuel Etienne, ça fonctionne très très bien. Alors, donc, je pense il veut gagner des millions, il l'avait arrêté parce que les audiences étaient très mauvaises. Oui. Mais je veux dire, c'est pas parce que justement un programme est incarné par quelqu'un qu'on change de présentateur. Et que moi, justement, alors ça marchait hyper bien avec Jean-Pierre. Après, le concept c'est un petit peu usé. Et justement, peut-être pour relancer, peut-être voilà. Mais Jean-Pierre, c'est vrai que moi, Jean-Pierre, pour moi, vous le savez, c'est mon frère. Je l'aime, mais c'est vrai que c'est vrai que je vais avoir du mal à voir quelqu'un d'autre. Mais c'est Camille, donc voilà, je vais bien sûr regarder. Nicolas Pernicov, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une émission qui est ultra mécanisée. À savoir que tout à l'heure... Faudrait enlever le micro d'Andreas, merci. Oui. Jean-Michel disait tout à l'heure qu'on allait pouvoir avoir un peu de fun sur Qui veut gagner des millions. Je pense que c'est le dernier endroit où il faut faire du fun. Ouais. C'est ultra mécanisé, c'est un jeu, il y a une vraie dramaturgie. Et je pense que ce qui est important, c'est justement de conserver l'âme de Qui veut gagner des millions. Alors effectivement, ça marche on l'a bien vu. Qu'est-ce qui marche pas? Ça marche pas si on conservait la mise à l'arrêté. Non, mais c'est pas de la faute de Jean-Pierre Foucault. Bien sûr. D'abord, c'est pas de la faute de Jean-Pierre Foucault qui vous embrasse, puisque j'ai eu au téléphone. Je l'embrasse fort. Justement sur ce sujet. La deuxième chose, c'est attention. C'est un jeu important, c'est un blockbuster, mais il faut en avoir des blockbusters aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme jeu aujourd'hui, à part Qui veut gagner des millions? Blockbuster, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y avait le maillon. Moi, j'aimais bien le Money Drop. Faible. Il y a Money Drop. Exactement. Ou les boîtes. Après, je pense qu'il y a des gens comme Benjamin. Il y a peu de gens qui sont capables de faire des jeux aujourd'hui et de tenir une mécanique de jeu. C'est une mécanique de jeu avec une vraie dramaturgie. Et ça ne va pas être évident pour Camille. Kevin. Effectivement, ce que dit Nicolas, il faut avoir une certaine rigueur dans ce genre de programme. Donc ça, j'ai un petit doute. En revanche, Camille, son côté friendly peut être tout à fait efficace parce que par rapport aux invités qu'il y a dans l'émission, quand il y a du Gad Elmaleh, etc., il faut que justement quelqu'un qui joue le jeu avec ses invités. Donc pourquoi pas?
Mais j'ai quand même un doute par rapport à la rigueur, comme tu dis, et par rapport. Alors oui, Benjamin. Non, parce que pourquoi c'est une mauvaise idée pour vous? D'abord parce que c'est le deuxième programme qui prend en main, qui est un programme qui est un peu usé et un peu ancien. Il y a eu Danse avec les stars. Maintenant, il y a les millions. Dans le cas des millions, franchement, Foucault, il l'incarnait de façon magistrale. C'est très compliqué de le remplacer. Et ce jeu en particulier, contrairement à ce que vous dites, il ne faut pas du tout faire de blagues et faire des blagounettes. C'est tout l'inverse. C'est une tension énorme. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Il ne faut surtout pas aller dans ce registre-là. Et je dis pas qu'il le fera pas bien. Je dis que les gens qui aiment le programme, à mon avis, ils vont être surpris. Voilà. Sauf la nouvelle version. Alors, on s'est imaginé Camille Combal dans Qui veut gagner des millions. Regardez, on a fait un match-up. Regardez. Qu'est-ce qu'on est content d'être avec vous. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bonsoir. Ils sont dans les starting blocks. Pendant 2 mois, moi j'ai révisé toute la période de la 6e. Vous connaissez parfaitement l'émission. Exactement. Stressé ou pas? Je ne pensais pas que ça serait aussi stressant. Ça va très bien se passer. Est-ce qu'il y a un jury particulièrement que vous redoutez? Nous, on a envie de dire l'ornithorynque. C'est sur un tango argentin que vous avez lancé cette saison. C'est ça. On a même une star internationale avec nous cette année. Je pense que c'est juste. Vous aurez l'occasion de voir à quel point elle parle bien français. Heureusement, parce que l'anglais et moi, it's complicated. 12 years of slave. Et qui va être le partenaire d'Iris Mittenard? Oui, c'est Jeanne Masse. Très bonne fin de soirée à tous. Salut tout le monde. Merci. Voilà, donc Camille Combal sur Qui veut gagner des millions. Est-ce que vous avez juste l'info? Ça va arriver quand? Oui, ça va arriver premier semestre 2019. Une première sera enregistrée par Jean-Pierre Foucault, qui va ensuite passer le relais à Camille. Et vous parliez de fun. Il va y avoir dans la nouvelle version que des stars. Donc ça va s'y prêter de plus en plus. Merci. C'est vrai qu'avant, il n'y avait que des ringards. Merci. Bonne info. Vous restez avec nous, les chéris. On va passer au deuxième sujet du jour. C'est Michel Simès qui sera en colère contre Gilles Verdez. Enfin, contre nous et en particulier contre Gilles Verdez. On vous explique tout en vidéo. Il veut la tête de Gilles Verdez. Est-ce que vous êtes choqué ou pas choqué? Vous nous dites, c'est parti. Regardez. Entre Michel Simès et Gilles Verdez, ça n'a jamais été le grand amour. Depuis plusieurs années, le médecin le plus célèbre de France a du mal à supporter les remarques du chroniqueur de TPMP sur son travail et ses programmes. Mais alors que les choses semblaient s'être calmées depuis quelques mois, Michel Simès en remet une couche cette semaine et cette fois-ci, il va loin. Selon le blog de Jean-Marc Morandini, il aurait demandé à la direction de C8 la tête de Gilles Verdez en menaçant de ne plus participer à aucune émission du groupe Canal. La raison de ce coup de gueule, les vives critiques de Gilles envers Ça ne sortira pas d'ici, le nouveau talk-show du docteur animateur lancé la semaine dernière sur France 2. J'ai trouvé ça pitoyable pour 3 raisons. D'abord, c'est vulgaire, très gênant parce qu'il est auto-centré dans ses interviews, il se fout des invités, en fait, il pose des questions à lui-même. Et ça, moi, j'en ai marre. Et puis surtout, j'ai un immense malaise par rapport à la médecine. Mais enfin, ce monsieur se prétend médecin, il l'est d'ailleurs sans doute. Et il utilise sa fonction de médecin pour faire un show, pour pervertir ça à la télévision. Des remarques qui ne passent pas pour Michel Simès qui a adressé une lettre à Cyril en lui demandant d'arrêter de critiquer son émission avant que son avocat n'écrive donc à C8 pour demander la tête de Gilles. Alors, comprenez-vous les menaces de Michel Simès? Alors, choqué ou pas choqué, comprenez-vous les menaces de Michel Simès? Moi, je veux pas de problème. Moi, je suis neutre, je suis là. Allez, tu viens à côté de moi. J'anime avec toi. T'as raison, t'as raison. Pas de problème avec lui. Alors, il y en a une qui est très énervée et qui est très choquée. Je crois que c'est Christine Kelly. Oui, parce que je ne comprends pas qu'on puisse... C'est le principe de l'émission, en fait, Touche pas à mon poste, de critiquer les programmes ou bien de les encenser, de donner son avis, premièrement. Deuxièmement, Michel Simès n'est pas systématiquement attaqué. Personnellement, je l'adore, c'est un très bon copain, je l'aime beaucoup. Ah, voilà. Et troisième point, moi, ce que je crains, c'est vouloir faire taire la liberté d'expression. Ça m'inquiète. Vouloir faire taire Gilles Verdez, c'est pas un problème. Vouloir faire taire la liberté d'expression. Non, mais la liberté d'expression, tant qu'on respecte les textes, tant qu'on respecte la loi, tant qu'on est dans les cordes, pourquoi faire la terre la liberté d'expression? On a le droit de donner son avis positif ou négatif. Alors, Kevin. Surtout, j'ai une question pour Gilles. Est-ce qu'il vous a appelé au lieu de lui d'intervenir via son avocat? Parce que là, c'est même pas Michel Simès qui est intervenu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc? Oui, vous allez dire. Est-ce qu'il vous a passé un coup de fil? Absolument pas. Jamais eu au téléphone, jamais vu, jamais parlé. Alors, ça dure d'il y a longtemps, cette histoire, Gilles Verdez, Michel Simès, puisque c'est en mars 2016, dans l'émission Média Le Mag sur France 5, le médecin avait déjà parlé de vous. Apparemment, il vous aime bien. Je n'arrive pas. Déjà invité, Touche pas à mon poste? J'y suis même allé. J'y suis allé 2 fois, 3 fois au début. À partir du moment où quelqu'un de l'équipe m'insulte... c'est Gilles Verdez, on va le citer pour vous, parce que ça vous agace de continuer de le citer. Ouais, je suis devenu son attaché de presse, et à chaque fois que je vais quelque part, on n'a jamais entendu parler de ce type autant que depuis qu'il m'insulte. D'ailleurs, il n'insulte pas que moi. Moi, je veux dire, D8 fait partie du groupe Canal, et je trouve qu'avoir ce genre de chrony-sniper qui assassine les gens en permanence sur une chaîne de ce très beau groupe qui est Canal, je trouve ça pas digne. Ça ternit l'image de la chaîne. Canal. Oui, je trouve pas ça digne du groupe Canal.
Alors, moi, je vais vous dire une petite info, c'est que Michel Simès a même appelé, je crois, les dirigeants du groupe Canal pour leur demander la tête de Gilles Verdez. Et je vous le dis, voilà, moi, si Gilles Verdez s'en va, je partirai bien entendu avec lui, parce qu'il est hors de question que je lâche Gilles Verdez, c'est son travail. Donc bien sûr, les dirigeants de Canal n'ont pas écouté Gilles Verdez, n'ont pas écouté Michel Simès, mais Gilles, vous aurez toujours la liberté de dire ce que vous voulez. Vous avez des programmes que vous aimez, vous avez des programmes que vous aimez moins. Et Michel, il y a plein de gens qui t'aiment ici, il y a plein de gens qui aiment tes programmes, donc il faut arrêter. Oui, Daniel. J'ai recherché quelque chose, et c'est quand même un peu pathologique chez Michel Simès, parce que il y avait son excellent documentaire Hippocrate aux enfers, qui avait été critiqué par une journaliste de Télérama, ce qui est tout à fait normal. Elle n'avait pas aimé, elle l'avait dit, et il l'avait limite insulté, et il avait fait une page de réponse le lendemain. Donc je pense que malheureusement, il ne supporte pas la critique, que ce soit de Gilles Verdez ou d'une critique de Télérama et du Monde, je crois. Les deux, ils n'avaient pas trop aimé, avaient émis des réserves. Donc ça, c'est quand même un peu pathologique et c'est embêtant parce que quand on est animateur préféré des Français, il faut supporter une petite critique. Mathieu, après... Non mais il a du talent. Le problème, c'est que ça y est, il présente tous les stigmates de la grosse tête. C'est-à-dire que maintenant, c'est Vous vraiment... Vous connaissez ça, hein? Un spécialiste. Mais non, c'est-à-dire ne pas supporter d'être critiqué et menacer que sa non-présence soit donc une menace. Mais pardon, mais je pense que tout le groupe Canal se fout totalement qu'ils ne viennent pas sur une de ses émissions. Donc il pense que sa non-présence est une menace. Non, mais il a fait même des pressions auprès du groupe pour dire, voilà, j'envoie des lettres, ça va se passer. Faut qu'il redescende un petit peu, là. Vous êtes le groupe Canal, il faut virer Gilles Verdez. Michel, j'appelle pas France Télévisions pour faire virer telle ou telle personne. Donc arrête d'appeler, appelle-moi si tu veux, on en parlera tous les deux. Ah non, je ne conseille pas, non. Gilles, appelle plutôt Gilles. Il devrait venir. Il devrait venir pour s'expliquer. Avec plaisir, en plus, il y en a plein qui l'aiment ici. Mais oui, il y a des mots là. Alors, vraiment. Parce qu'hier, moi, je suis passé pour un con. Parce qu'hier, moi, je le défends hier. Oui, c'est vrai, c'est pas la première fois. C'est vrai que je suis spécialiste de ne pas passer pour un con. Je le défendu. Je le défends. Hier, je le défends parce qu'il y avait un clash avec Jean-Michel Cohen qui travaille sur C8. J'ai dit, c'est lui qui a raison. Il a la classe. J'arrive tout à l'heure, on me dit, t'as vu ce qu'il a fait? Il a envoyé un avocat pour taper sur C8 et pour taper. Laissez C8 tranquille. Tout le monde va taper sur C8, mais tout le monde va mettre C8 en demeure. Là, je vous le dis, il a perdu une roue, le docteur. Moi, je vais lui donner son symptôme. T'as perdu une roue, Michel Simès, reprends-toi. Il est touché parce qu'hier je suis neutre. On me dit t'as dézingué un mec d'ici. J'en ai rien à foutre. Tu dézingues si tu veux. Voilà, tu dis ce que tu il m'a dit Cyril, viens, dis ce que tu penses. Là je te le dis, Michel, boulard. Allez, très vite, je voudrais, avant qu'on passe à Jenny. Alors, elle n'est pas choquée. Alors, vous n'êtes pas choquée, dites-le. Moi, je suis pas choquée par ce ping-pong de critiques, parce qu'en fait, c'est juste de bonne guerre. C'est la télé qui veut ça. Non, mais Gilles Verdez ne demande pas la mise en demeure, ne demande pas la tête de Michel Simès. On prend pas d'avocat, nous. Oui, non, ça c'est vrai. Mais je veux dire que ça, c'est de bonne guerre. C'est un ping-pong, voilà. Ensuite, Simès est un peu passé de personnage préféré à bête à abattre. C'est vrai qu'on parle beaucoup de lui. Il est assez critiqué, peut-être parce qu'il y a aussi un peu de la jalousie. Moi, personnellement, ces programmes qu'il fait, pour l'instant, je les aime bien. Donc, ce qui serait bien, tout simplement, c'est qu'il vienne ici et que vous ayez une confrontation sympathique, comme tu avais fait avec Benaïm, avec la glace, voilà, et vous en parliez. Mais ce ping-pong, c'est de bonne guerre. Je dois avoir l'avis de Nicolas Pernicot, vous étiez son patron à France Télé. Écoutez, je ne le reconnais pas avec ce genre de réaction, c'est très surprenant. C'est pas du tout dans son ADN. Bon, très bien. Écoutez, en tout cas, Michel, si tu veux venir, t'es le bienvenu, mais... oui. Non, mais déjà qu'il a peur de vous répondre au téléphone, elle n'arrive à jamais venir ici. Ouais, c'est vrai, il ne me répond pas au téléphone. Je suis pas d'accord. Pourquoi il ne répond pas au téléphone Oui, mais en tout cas, pour l'instant, il ne me répond pas. Michel, sache que si tu vois un numéro... Il a peut-être changé de numéro. Non. C'est le bon. Je crois qu'il m'a mis indésirable. Merci. On va passer au troisième sujet du jour. Êtes-vous choqué par les nouvelles révélations sur Johnny? C'est incroyable. Encore? Ah ouais, non, mais il y a encore des révélations, Sopra. Je te jure, c'est vrai. Regarde, encore un truc. Il y a un livre qui vient d'arriver. Non, mais attendez 2 minutes là, merci. Alors, la France entière apprenait le 12 février dernier que Johnny Hallyday avait complètement rayé David et Laura de son héritage. S'en est suivi une lutte médiatique entre les deux camps. D'un côté, Laetitia, de l'autre, Laura et David. Mais cette affaire pourrait prendre un nouveau tournant aujourd'hui avec les dernières révélations dévoilées dans un nouveau livre encore. Ils se sont tant aimés. C'est un livre qui fait énormément parler. Regardez, on vous a résumé ces grosses révélations. On en parle après. Ouais, ça s'arrête pas, mon Sopra. Regarde, c'est un truc de fou, le pauvre.
Alors que l'album posthume de Johnny continue sa course folle avec déjà 900 000 exemplaires vendus, cette bonne nouvelle pour le clan Laetitia est contrastée par des révélations autour du patrimoine du chanteur qui ressurgissent. Dans un livre, la journaliste Léna Luto révèle que le patrimoine immobilier du chanteur déclaré officiellement ne serait pas complet. En plus de la Villa Jade estimée à 35 millions d'euros, 2 autres magnifiques villas se trouvant sur l'île de Saint-Barth appartiendraient au chanteur, mais elles auraient été cachées par Laetitia et ses avocats. Un livre dans lequel on apprend également que les tensions entre Laetitia et Laura et David dateraient d'un événement survenu en 2009. Le chanteur, à l'époque malade, avait pour projet d'adopter un 3e enfant avec sa compagne, mais les premiers enfants de Johnny se seraient fermement opposés à cette idée, une intervention que Laetitia n'aurait jamais digérée. Et les révélations sur le roi du rock ne s'arrêtent pas là. Après son patrimoine caché, ce sont ses souvenirs cachés que l'amie du chanteur Régine décide de révéler dans un livre. Elle raconte que contrairement à ce qu'il disait partout, Johnny avait en fait rencontré son idole Elvis Presley, une rencontre qui aurait eu lieu dans une boîte de nuit parisienne, mais The King n'aurait prêté aucune attention à l'interprète d'allumer le feu. Blessé par cette rencontre ratée, Johnny aurait demandé à Régine de ne jamais révéler cette anecdote. Alors, êtes-vous choqué par les nouvelles révélations sur Johnny ? Les nouvelles révélations sur Johnny. Alors, il y a d'abord les biens immobiliers. Alors, il y en a plein qui sont choqués, pas choqués ici. Alors, donc, dans ce livre, il est dévoilé plein de choses. Je vous le dis notamment que Laura et David auraient récemment découvert qu'en plus d'être en partie rayés du testament de Johnny, en plus de tout ça, des biens immobiliers auraient été cachés par Laetitia. Laetitia posséderait 3 biens immobiliers sur l'île de Saint-Barth. Ce qui est fou, c'est que déjà, hier, dans cet avou, ils ont même fait visiter les maisons. C'est ça qui est fou. Parce qu'elles sont en vente, voilà, c'est vrai. Il y a une villa, les biens de Laetitia Saint-Barth, il y a la villa Jade, voilà, à 35 millions d'euros, la villa Sylvestre, 4,4 millions d'euros, et la villa Joy, 12,8 millions d'euros. Ça veut dire 52 millions d'euros de biens à Saint-Barth. Alors, vous êtes choqués. Alors, j'ai plein d'autres révélations, hein, vous allez voir, et vous allez savoir dans un instant quelle est vraiment l'incroyable raison de la brouille entre les deux clans qui a été enfin révélée. Vous êtes choqué, Bernard Montiel, vous connaissez bien le dossier. Oui, alors... Est-ce que c'est vrai pour les 3 villas ? C'est surestimé, hein, c'est vraiment surestimé. Alors ça, franchement, Lui, il a visité, non, ça vaut tout. Il était comme ça. Moi, écoute, il y a du vis-à-vis, pour moi, ça vaut tout. Je te le dis. Pour moi, il y a un vis-à-vis, je suis désolé. La Villa Jade 35, elle est magnifique, celle-là. Bon. En fait, on voit les photos et tout, regarde. Mais c'est ce que je suis en train de voir. Vous savez pourquoi on voit les photos ? Parce qu'en fait, elles sont. Regardez, on a le prix en bas à droite. 12 millions 8. Tu vois, c'est 12 millions ils mettent, c'est pas 35. Non, mais elles sont allouées aussi, donc on peut très bien les visiter facilement. Sur le net, vous tapez, vous les avez. Il y a la Villa Joy, effectivement, qu'on a découvert. Alors tout cela, c'est un tiers appartient à Johnny et Laetitia, un autre tiers à Jean-Claude Darmon, l'homme d'affaires, meilleur ami de Johnny. 51%. Et un autre tiers à une SCI assez mystérieuse. Et effectivement, ça n'a pas été déclaré au fisc français. Et il y a une autre villa, il faut dire que la Villa Joy, donc celle qu'on vient de découvrir, est la réplique presque exacte de Jade en tout petit. Elle est dessous d'ailleurs. Et l'autre villa, effectivement, ça c'est une vraie découverte. On ne le savait pas et moi non plus je ne le savais pas d'ailleurs. D'accord, et donc vous n'avez jamais invité dans cette villa. Ça c'est la villa secrète. Il y a Montiel qui vient, casse la villa, bordel. Tu me casses. Il va regarder le vis-à-vis. Je ne veux pas de Montiel dans cette villa. Nous occupe ici là. On est bien tous les deux là. Alors vous n'êtes pas choqué, Jean-Michel? Non, mais je suis pas choqué déjà. Bernard, t'es très gentil, mais en fait dire que on ne le savait pas, c'est parce que tu le savais pas que personne ne le savait. Je pense que des villas comme ça à Saint-Barth, c'est pas une très grande île. Qu'est-ce qu'on sait? Tu me fais non. Non. Bah non. Voilà. Je pense que le fisc est très au courant de ce genre de villa. Non. Des villas. Mais qu'est-ce qu'on sait? Toi, tu travailles au fisc. Excusez-moi, vous allez dire la même réplique à tout le monde. Et puis je suis pas choqué. On n'est jamais. Moi, je suis pas choqué par la vérité en tout cas. Donc si ça sort. Non. C'est bête ce que tu dis. Alors il y a d'autres choses qui sont sorties. Dans Le Point, Laetitia avait déclaré que suite à l'annonce du cancer de Johnny en 2016, David aurait mis 6 mois pour venir voir son père, tandis qu'il a fallu 4 mois à Laura. Mais selon l'auteur du livre, la vérité serait tout autre. Selon leur version, ils n'ont été mis au courant que très tardivement de la maladie de leur père. Johnny ne leur en a jamais parlé. C'est un coup de téléphone laconique de Laetitia qui leur met la puce à l'oreille. Elle parle d'une petite rechute qui suppose une petite chimiothérapie préventive. Et elle explique la réaction des 2 enfants ensuite. Laura et David se parlent, s'inquiètent. Il doit se passer quelque chose de grave et décident d'aller immédiatement ensemble à Los Angeles. Mise au courant, Johnny Hallyday s'y oppose et appelle ses aînés. C'est trop compliqué. Venez chacun votre tour. Bernard Montiel, je me tourne vers vous là-dessus. Oui, c'est vrai. Ou pas? Ça, c'est vrai. Vous ne savez pas? Ça, c'est vrai. Tout n'est pas vrai dans le livre de Léna Luto, qui est une grande reporter au Figaro. Oui. Mais ça, c'est vrai. Mais si, je ne sais pas de quoi vous allez parler d'autre, si vous parlez des 3e enfants... Non, mais c'est vrai qu'il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Donc ça, c'est une vraie histoire. Ça, c'est vrai. Vous êtes choqué, Mathieu Noël? Il y a plein de choses qui me choquent. Sur la première info, je commence à rejoindre un peu Philippe Gueluc. Pardon, je vais peut-être me faire des ennemis, mais ça commence à me choquer. Je commence à être choqué d'apprendre qu'il y a des baraques partout, et qu'il y avait beaucoup d'argent, mais qu'en attendant, il y avait 16 millions qui étaient
conduit au fisc français. Ça s'appelle de l'évasion fiscale. Oh, pardon. Vous ne pouvez pas parler comme ça de quelqu'un qui a disparu. Mais je suis désolé. Fait Philippe Gueluc, j'ai rien contre lui, mais la blague qu'il a fait, c'est inadmissible. Je dis pas le contraire. Je dis juste que là, on découvre qu'il y a encore beaucoup de maisons et qu'en attendant, c'est de l'argent. Nous, on paye nos impôts, c'est de l'argent qui devait aux impôts français. Point. Je suis pas fiscaliste. Et sur cette info-là, on découvre à nouveau, si c'est vrai ce que tu dis, on découvre à nouveau que Laetitia a pas dit la vérité et qu'elle a écarté les enfants de Johnny et qu'elle raconte. Mais on est en train de le salir, franchement. On Ouais. est encore un million d'albums. Ouais. Moi, je pense qu'on doit tous se taire et respecter le mec. Ça veut rien Bravo dire, s'il a ça. gagné de l'argent, bravo s'il a réussi. On est fiers de lui, je suis fier de lui. Mais Je vais vous dire dans un instant ce qui est révélé dans le livre et l'incroyable raison de la brouille entre les deux clans. Toi, Sopra, avant que je dise ça, Sopra, toi, tu t'as connu Johnny? Non, j'ai jamais connu. Je connais un peu David et tout. C'est ça, ouais. Mais moi, je trouve que tout ça, c'est beaucoup. On doit le laisser en paix. Ouais. Même leur famille. Là, ça prend des ampleurs. Ouais, même, je pense aux enfants. Moi, aux petits. C'est beaucoup, là, quand même. Ça devient un peu... Je pense qu'il faut calmer un peu le jeu. Alors, voilà, il faut calmer. Il y a plein de livres qui sortent, parce qu'il y a encore celui qui est sorti, Ils se sont tant aimés. Et la journaliste Léna Lenot, donc, qui est une journaliste au Figaro très sérieuse, Leto, exactement, Luto, a donné la raison de la rupture entre Laura et David et Laetitia. Et l'inverse de ce qu'on a vu jusque-là, la raison de la rupture sera incroyable, vous allez nous dire si c'est vrai ou pas. Dans l'Obs, elle a parlé d'une histoire qui date de 2009. À l'époque, Johnny et Laetitia envisageaient d'adopter un troisième enfant, un petit garçon, mais David et Laura s'y sont opposés, considérant cet agrandissement de la famille comme une folie compte tenu de l'état de santé de leur père. Pourtant, dans le livre, on apprend que David et Laura étaient très contents de l'adoption de Jade et Joy, et selon elle, c'est véritablement le point de départ de cette histoire de famille. Elle explique « Cette épreuve a agi comme un révélateur. La famille recomposée de Johnny a alors littéralement explosé. » Et elle parle également du jour où, en décembre 2009, Johnny est gravement hospitalisé et que David découvre l'attroupement de people au chevet de son père. Voilà, ça, il n'a pas du tout aimé. Pour la première fois, il s'est violemment disputé avec Laetitia et a chassé les amis de sa belle-mère. Voilà, en fait, David était mécontent des fréquentations aussi de Johnny. Voilà, une fois ses soucis de santé quasi terminés, Johnny s'entoure de Maxime Nucci, Yarol Poupeau et Robin le Mesurier, tous très proches de Laetitia. Il n'était pas jaloux, David, mais avait un rapport quasi filial. Il n'estimait que des gens qui étaient moins compétents que lui dans son domaine étaient autour de Johnny, comme Maxime Nucci. Et David trouvait complètement dingue que son père se soit laissé empapaouter par cette nouvelle bande qui, en plus, commerciaalement, ne lui a rien apporté. Et ce serait même Laetitia qui s'opposait à cette alliance artistique. C'est ce qu'elle nous dit dans le livre. Et Bernard. Combien de familles a ce genre d'histoire? Non, mais c'est sûr. Bah oui, il y en a partout. Il y en a beaucoup de familles. Mais bon, c'est Johnny Hallyday. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est malheureux. Mais c'est sidérant parce que l'album, il est très bon. Non, bah, il y a un million Ça n'a rien à voir avec l'album. Bernard, est-ce que c'est vrai tout ça? Alors, ça, oui, effectivement, David trouvait que le nouvel entourage de Johnny n'était pas celui qu'il fallait, pas le plus performant. En revanche, le troisième enfant adopté, ça, c'est faux. Ça n'a jamais été question de ça. Alors, non, il avait déjà Jade et Joy, il a été très heureux de ses enfants. Il n'était pas question qu'il adopte qui que ce soit d'autre. Alors, Kevin, vous avez des infos? Des enfants, non, mais c'est juste que cette espèce de télé-réalité géante qui est en train de se construire autour de Johnny Hallyday commence à devenir très gênante. J'ai l'impression qu'on atteint maintenant une limite qui est un peu gênante pour le public aussi. Ce que tu dis, on salit aujourd'hui l'image d'un mec, comme deux petites filles, Jade et Joy, qui sont là, qui sont mine de rien, le public s'y trompe pas parce qu'il a fait 1 million d'albums. Il en a une espèce de règlement de compte entre familles interposées où des journalistes sont téléguidés par un clan, deux journalistes téléguidés par un autre clan, et à un moment donné, on n'a même plus envie de savoir en fait. C'est fou comme la vérité vous fait peur quand même. Alors, les journalistes ne sont pas téléguidés. Les journalistes font leur boulot. Moi, je ne suis pas choqué. C'est Johnny Hallyday. Et pour répondre à Soprano, on veut tout savoir, Soprano, sur Johnny. Je suis désolé. C'est pas une famille comme les autres. C'est Johnny. C'est pas ça que je parle. Calme-toi, c'est pas Michel Simès, il va te défoncer. Non, mais en fait, ce que moi je dis, en fait, c'est juste par rapport dans le fond, en fait. Moi, c'est dans le fond, c'est... Quand j'entends les histoires, j'entends des familles divorcées, c'est les mêmes histoires. C'est vrai. Et les gens, ils sont... Oh, non, il y a plein d'histoires de familles. Il y a des rebondissements. Il y a des trucs, il y a des gens, ils sont touchés par des mots, par des gestes, des non-dits. Et c'est des histoires de famille. Et là, je pense... Quelqu'un qui est décédé, qu'on a beaucoup aimé. Je pense que quand même, il faut essayer de ramener quelque chose d'un peu plus positif. Parce que là... Il y a des gens, peut-être un jour, à force de grossir tout ça, il y a des gens, ils vont aller sur sa tombe pour cracher, parce qu'ils vont se dire, à force de diviser, ça va créer un truc sur sa tombe. C'est ça, moi qui m'a... T'as raison, mon Sopra. Pourquoi Raymond t'es passé à choquer? Mais non, parce que moi j'étais parti sur les maisons. Est-ce que ça vous choque qu'il ait des maisons cachées? J'ai dit tant mieux pour ça, sans tranquillité. Il se cache, il est peinard. Après Bernard Montiel, il a dit il a pas payé au fisc. J'étais bancal. Ah, j'ai pas dit ça. Et après, on a eu les révélations sur les enfants que c'est des mensonges. C'est un chiffon, son livre, faut pas l'acheter. Donc du coup, je suis revenu là. Non, mais là, vous pouvez pas dire ça, Raymond. Elle a enquêté pendant des mois, c'est une journaliste sérieuse.
Arrêtez, c'est pas un chiffre. Arrêtez. Sérieux, s'il vous plaît, Raymond. Oui. Pas lu le bouquin. Moi, je suis choquée parce que dans n'importe quelle émission, n'importe quelle interview ou bouquin, on se sert de Johnny. Même une petite phrase pour dire on l'a connu, on était dans la boulangerie en même temps qu'il a acheté du pain. Tout le monde se fait mousser là-dessus. Il y a un jeu d'enchères. C'est super malsain. C'est-à-dire qu'en fait, dans toute cette histoire, il n'y a qu'une seule star. Et puis, il y a les paillettes qui tombent. Et puis, tout le monde essaye d'attraper des paillettes. Et c'est moche. Alors, où ça en est aujourd'hui, des relations? Mathieu, vous vouliez dire quelque chose peut-être? Non. Non, franchement, ça y est. Et vous savez, et de son vivant, c'est quand même très drôle, parce que de son vivant, personne n'osait trop l'attaquer. Et quand les gens se retrouvaient en face d'eux, moi, ça m'arrivait de me retrouver en face de lui plusieurs fois. Vous étiez perdu dans son regard et personne ne disait rien. Il n'y en avait pas un qui mouftait. Donc attendre qu'il meure pour aller lui taper dessus, je trouve ça un peu facile. Vous, même après, vous mouffetez pas alors. Comment que dites-vous? J'ai pas entendu. J'ai dit même après, vous mouffetez pas, alors ça change pas. Mais demandez plutôt au public. Mais attendez, Cyril l'a dit, 1 million d'albums. Le public a parlé. Demandez au public, est-ce que le public a envie de savoir? Mais si tu viens pour nous dire que c'est un grand chanteur qui chante bien et qui vend des disques, merci. Si vous recevez mal les invités, ça va chier pour votre gueule. C'est bon, ça en est où les relations en ce moment? Non, moi je crois que ce qui est important de dire aux gens qui nous regardent, parce qu'à force ils en ont ras-le-bol de ces histoires. Là, je me réénerve, là, ça y est. C'est que Johnny reste le plus grand et je sais pas, je suis pas sûr que ça le touche à lui. La preuve, c'est que les gens ont acheté l'album. Maintenant, on révèle des choses parce que Laetitia, c'est un clan, il y a David et Laura de l'autre côté. Les gens ont envie de savoir, ils ont toujours exposé leur vie, donc ils ont envie de savoir, mais ça ne touche pas l'idole de Johnny. Johnny restera l'idole qu'on est. Mais ils en sont où là aujourd'hui? Ils en sont où? Qu'ils attendent le procès. C'est très difficile. Mais ils se parlent plus? Non, ils se parlent plus. Très bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci. On en reparlera, on n'en peut plus. Voilà, mais c'est vrai que ça intéresse encore. Voilà, je vous le dis.